De retour de voyage, un père découvre l'employée endormie dans le lit avec ses enfants et la renvoie sans écouter. Ce n'est qu'ensuite qu'il réalise que cette femme était la seule présence des garçons depuis la mort de leur mère. Submergé par la culpabilité, il entame un chemin de reconnexion qui transforme le foyer à jamais. Avant de commencer, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant, laissez un pouce bleu, cela aide énormément notre travail, et écrivez dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. La fine pluie d'octobre frappait contre les fenêtres de l'appartement du Marais quand Édouard Lambert posa sa valise de voyage dans le hall d'entrée. 3 jours à Lyon pour cette négociation interminable qui avait consumé ces dernières semaines. Le silence de la maison le surprit. Normalement, même à 10 heures du soir, il y avait un peu de bruit des garçons, une lumière allumée, un signe de vie vibrant dans les couloirs. Édouard avait 42 ans et portait le poids d'un veuvage précoce, comme on porte une pierre dans la poitrine. Il y a 8 mois, Anne-Claire était partie si subitement qu'il se réveillait encore certains matins en espérant la trouver dans la cuisine, préparant le café et organisant les boîtes à goûter des enfants. La leucémie avait été cruelle et rapide. En 6 mois, elle avait emporté non seulement sa femme, mais aussi la joie qui résonnait autrefois entre les murs de ce foyer. Il monta les escaliers à pas prudents, essayant de ne pas réveiller Lucas, Pierre et Gabriel. L'aîné, Lucas, avait 10 ans, et depuis la mort de sa mère, il portait un sérieux qui ne tenait pas dans son petit corps. Pierre, âgé de 8 ans, était devenu un enfant introverti, qui dessinait constamment des figures sombres dans ses cahiers. Et Gabriel, le Benjamin de seulement 5 ans, demandait encore quand maman reviendrait de son voyage. Édouard s'arrêta devant la porte de sa propre chambre. Une douce lumière filtrait sous la porte. C'était étrange. Il laissait toujours tout éteint quand il voyageait. Madame Marie, la gouvernante qui travaillait pour la famille depuis plus de 15 ans, le savait. Il tourna lentement la poignée et poussa la porte. Ce qu'il vit le laissa complètement paralysé. Lucie Dubois, la femme de 40 ans qui travaillait comme aide ménagère dans la maison depuis seulement 2 mois, était allongée dans son lit, pas seule. À côté d'elle, blottis comme des petits cherchant la chaleur, se trouvaient ses 3 fils. Lucas avait le bras posé sur sa poitrine. Pierre était recroquevillé, appuyé contre son épaule. Gabriel dormait, agrippé à sa main, comme si c'était sa bouée de sauvetage. La scène aurait dû être touchante. Une femme noire à la peau foncée, les cheveux crépus attachés en un chignon bas, vêtue de sa simple blouse de travail, accueillant 3 enfants orphelins dans un moment de désespoir. Mais Édouard ne vit pas cela. Pas à ce premier instant. Ce qu'il vit, c'était une employée dans son lit, avec ses enfants, sans sa permission, violant toutes les limites qu'il croyait exister entre patron et employé. Le sang lui monta aux joues, une colère viscérale, alimentée par des préjugés qu'il ne savait même pas qu'il portait, envahit sa poitrine. Comment osait-elle? Qui, lui, avait donné la permission d'entrer dans sa chambre, de s'allonger dans son lit, de toucher ses enfants de cette manière? En une fraction de seconde, son esprit fut envahi par des pensées qu'il n'admettrait jamais avoir. Une femme noire, pauvre, au lit avec ses enfants. Quelle était cette situation? Il frappa fort dans ses mains, un son sec qui déchira le silence comme une lame. Lucie se réveilla en sursaut. Ses yeux, encore embrumés par le sommeil, rencontrèrent les siens chargés de fureur. Elle comprit immédiatement ce qui se passait. Ce n'était pas la première fois qu'elle vivait. Cela, elle connaissait ce regard, cette expression d'indignation morale qui mêlait méfiance et répulsion. Elle se leva lentement, sans faire de bruit, essayant de ne pas réveiller les enfants. Les garçons bougèrent. Lucas ouvrit les yeux et sourit en voyant son père. « Papa, tu es rentré, murmura-t-il, avec une joie sincère qu'Édouard n'avait pas vue depuis des mois. Allez dans vos chambres. Maintenant. » La voix d'Édouard sortit plus dure qu'il ne l'avait prévu. « Mais papa, » commença Pierre en se frottant les yeux. « Maintenant, Pierre, vous aussi, Lucas et Gabriel. Dans vos chambres. » Lucie aida Gabriel à se lever, lui passant la main dans les cheveux avec une délicatesse qui contrastait avec la tension de l'atmosphère. « Allez-y doucement, mes amours. Allez dans votre petite chambre, dit-elle d'une voix douce qui calma les enfants.
Édouard attendit qu'il sorte de la chambre pour exploser. « Qu'est-ce que c'est que ça, Lucie? Qu'est-ce que vous faisiez dans mon lit avec mes enfants ?» Elle le regarda avec dignité. Il n'y avait pas de défi dans son regard, mais il n'y avait pas non plus de soumission. « Monsieur Édouard, ils avaient peur depuis que vous êtes parti en voyage. Je ne veux pas d'explication, je ne veux pas d'excuses. Je veux que vous preniez vos affaires et que vous partiez. Maintenant. » Les mots sortirent de sa bouche comme des coups de feu. Lucie recula d'un pas, comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Un instant, ses yeux brillèrent d'une douleur profonde, mais elle reprit rapidement contenance. « Très bien, monsieur Édouard. » Elle sortit de la chambre en silence. Édouard la suivit, l'observant tandis qu'elle ramassait son sac et les quelques affaires qu'elle gardait dans le placard de la buanderie. Madame Marie apparut dans la cuisine, réveillée par le bruit, et observa la scène avec une expression d'incrédulité. « Lucie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda la gouvernante. « Je m'en vais, Madame Marie. Prenez bien soin des garçons. » Elle se dirigea vers les chambres des enfants. Édouard l'accompagna, méfiant, comme si elle était capable de quelque chose de terrible. Mais ce qu'il vit dans les minutes qui suivirent le laissa confus. Lucie entra d'abord dans la chambre de Gabriel. Le garçon était assis sur le lit, les larmes aux yeux. « Tati Lucie, tu t'en vas ?» Elle s'agenouilla à sa hauteur et prit ses petites mains. « Oui, mon amour, mais tu es un garçon très courageux, tu te souviens, et tu vas continuer à l'être. Je ne veux pas que tu partes. Je sais, mon amour, mais parfois, les gens doivent partir, même quand on ne veut pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas, d'accord ?» Elle l'embrassa sur le front et sortit rapidement, avant qu'il ne puisse protester. Dans la chambre de Pierre, l'adieu fut tout aussi douloureux. Le garçon, toujours silencieux, la serra simplement fort dans ses bras et murmura un « Merci » qui faillit briser le cœur de Lucie. Dans la chambre de Lucas, l'aîné l'attendait debout, les bras croisés. « Pourquoi tu dois partir? C'est à cause d'hier soir. Ce n'est pas ta faute, Lucas. Ça n'a jamais été ta faute. » Elle le serra aussi dans ses bras, et Édouard réalisa qu'il y avait là une intimité qu'il ne comprenait pas. Une connexion qui s'était formée en son absence et dont il ne savait rien. Lucie descendit les escaliers, passa par le salon où Anne-Claire lisait ses magazines, passa par la cuisine où elle préparait le café tous les matins, et arriva à la porte d'entrée. Avant de sortir, elle se tourna une dernière fois vers Édouard. « Monsieur Édouard, je sais que vous ne voulez pas l'entendre, mais ce sont des enfants très spéciaux. Ils ont besoin d'affection. Ils ont besoin de sentir que quelqu'un se soucie d'eux. » Il ne répondit pas. Il observa simplement tandis qu'elle ouvrait la porte et disparaissait dans la nuit parisienne. Dès qu'elle fut partie, Madame Marie s'approcha de lui avec une expression qui mêlait déception et incrédulité. « Édouard, qu'est-ce que vous avez fait ?»« Ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'elle faisait dans mon lit avec mes enfants ? Vous ne trouvez pas ça étrange, Madame Marie ?» La gouvernante secoua la tête comme si elle parlait à un enfant têtu. « Édouard, cette femme s'est occupée de vos enfants comme personne ne l'a fait depuis la mort d'Anne-Claire. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas remarqué ?» Édouard sentit une pointe d'irritation. Madame Marie oubliait parfois sa place dans cette maison. « Je sais m'occuper de mes propres enfants, Madame Marie. »« Vraiment? Quand avez-vous dîné avec eux pour la dernière fois? Quand leur avez-vous demandé pour la dernière fois comment s'était passée leur journée à l'école? Quand les avez-vous vus sourire pour de vrai pour la dernière fois ?» Les paroles de la gouvernante faisaient mal parce qu'elles étaient vraies. Depuis la mort d'Anne-Claire, Édouard s'était réfugié dans le travail. Il était plus facile de gérer des contrats et des réunions que la douleur dans les yeux de ses enfants. Il était plus simple de prétendre que tout allait bien que d'admettre qu'il ne savait pas comment être père sans Anne-Claire à ses côtés. Il remonta dans sa chambre. C'est alors qu'il remarqua sur la table de chevet un papier plié. Il l'ouvrit avec des doigts tremblants. L'écriture était simple mais soignée. « Monsieur Édouard, ils ont demandé à ne pas être laissés seuls dans le noir. Ils ont dit que quand vous n'êtes pas là, ils font des cauchemars à propos de leur maman. Hier, Gabriel a eu une crise de panique et ne s'est calmé que lorsque j'ai promis de rester avec eux. Je n'ai pas dormi dans le lit. Je suis juste restée assise à côté d'eux jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Mais quand je me suis réveillée, au milieu de la nuit, ils étaient agrippés à moi comme si j'étais la seule chose qui les maintenait en sécurité. Je n'ai pas eu le courage de partir.
Je m'excuse si cela a semblé inapproprié. Je voulais juste qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Lucie. Édouard lut le mot 3 fois. À chaque lecture, il sentait sa poitrine se serrer davantage. Il s'assit sur le bord du lit où, quelques heures plus tôt, ses enfants dormaient en paix pour la première fois depuis des mois. Pour la première fois depuis la mort d'Anne-Claire. Qu'avait-il fait? Il dormit mal le reste de la nuit, hanté par des pensées contradictoires. Une partie de lui ressentait encore de la colère pour l'invasion de sa vie privée. Une autre partie, de plus en plus grande, commençait à comprendre la gravité de ce qui s'était passé. Quand le soleil se leva sur Paris, Édouard descendit à la cuisine en s'attendant à trouver l'agitation matinale habituelle. Madame Marie préparant le café, les garçons courant d'un côté à l'autre, Gabriel cherchant ses jouets préférés, Pierre organisant son sac d'école, Lucas essayant de convaincre quelqu'un qu'il n'avait pas besoin de prendre de petit déjeuner. Mais ce n'est pas ce qu'il trouva. Gabriel était assis par terre dans le salon, encore en pyjama, pleurant de manière désespérée. Pas des pleurs de caprice, mais des pleurs profonds, de désespoir. Pierre était recroquevillé sur le canapé, serrant un coussin, avec un regard vide qui effraya Édouard. Lucas était dans la cuisine, essayant de préparer un smoothie pour son jeune frère, mais ses mains tremblaient. « Papa, où est Tati Lucie ?» demanda Gabriel entre deux sanglots. « Elle a dû partir. »« Mais pourquoi? Pourquoi tout le monde s'en va ?» cria le garçon, avec une fureur qu'Édouard n'avait jamais vue en lui. « Gabriel, tu dois te calmer. On va prendre le petit déjeuner et... »« Je ne veux pas de petit déjeuner. Je veux Tati Lucie. Elle avait promis qu'elle ne partirait pas. » Pierre se leva du canapé et regarda son père avec une expression de déception qui brisa le cœur d'Édouard. « Tu l'as renvoyée, n'est-ce pas? Comme tu as fait avec tante Carole, et avec madame Françoise, et avec la nounou que maman avait engagée. » Édouard ne savait pas quoi répondre. Il n'avait pas réalisé que ses enfants étaient conscients de son schéma de comportement. Lucas s'approcha lentement. C'était l'aîné, mais encore un enfant, et Édouard vit dans ses yeux une maturité forcée qui ne devrait pas être là. « Papa, Tati Lucie n'était pas comme les autres. Elle se souciait vraiment de nous. »« Comment ça ?» Lucas échangea un regard avec Pierre comme s'il décidait quoi raconter et quoi cacher. La semaine dernière, quand Gabriel s'est étouffé avec ce bonbon, c'est elle qui l'a sauvé. Madame Marie était au marché et tu étais à Lyon. Gabriel est devenu tout bleu, papa. Elle a fait ce truc de pousser son ventre et a sorti le bonbon de sa gorge. Édouard sentit le monde tourner. Gabriel s'était étouffé. Comment ne l'avait-il pas su? Et quand Pierre est tombé de vélo et s'est coupé le genou, elle a soigné la blessure. Elle a lavé avec de l'eau oxygénée, mis un pansement, et est restée à discuter avec lui jusqu'à ce que la douleur passe. Et elle connaissait de très bonnes histoires, ajouta Gabriel, sanglotant encore. Elle racontait des histoires de princesses courageuses et de chevaliers qui n'avaient pas besoin de se battre, juste d'être gentils. « Tous les soirs ?» demanda Édouard. Pierre hocha la tête. « Tous les soirs où tu n'étais pas là. Elle restait avec nous jusqu'à ce qu'on s'endorme. Elle disait que les enfants ne devraient pas avoir peur du noir. » Édouard s'assit lourdement sur une chaise de la cuisine. Il commençait à comprendre l'étendue de son ignorance. Pendant qu'il se noyait dans le travail pour fuir la douleur, une étrangère avait assumé le rôle qui aurait dû être le sien. Et il l'avait renvoyé de la pire des manières. Madame Marie apparut dans la cuisine, portant des sacs de courses. « Vous lui avez parlé ?» demanda Édouard. « J'ai parlé, j'ai essayé, mais elle a dit qu'elle ne voulait plus de problème, qu'elle a déjà vécu ça avant. » « Comment ça, déjà vécu ça avant ?» Madame Marie soupira profondément. « Édouard, Lucie n'est pas seulement une femme qui nettoie des maisons, c'est une infirmière. Elle était infirmière. Elle a perdu sa licence après avoir perdu sa fille. » Édouard sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Elle avait une fille ?»« Oui, une petite fille de 4 ans, morte il y a 2 ans, d'une réaction allergique que les médecins n'ont pas pu inverser. Lucie se le reproche encore aujourd'hui. Elle dit que si elle avait été plus rapide, plus attentive, elle aurait pu sauver la petite. » Le silence dans la cuisine était pesant. Les 3 garçons avaient cessé de pleurer et écoutaient la conversation des adultes. Depuis, elle travaille dans des maisons avec des enfants. Toujours temporairement. Toujours en prenant soin, toujours en se dévouant,
mais en gardant toujours une distance émotionnelle, jusqu'à ce qu'elle arrive ici. « Pourquoi ici c'était différent ?» demanda Édouard, bien qu'il se doutât déjà de la réponse. « Parce que vos enfants avaient besoin d'elle comme sa fille avait eu besoin d'elle, et elle n'a pas pu résister. Elle s'est entièrement consacrée à prendre soin d'eux. » Gabriel s'approcha de son père et tira sur son pantalon. « Papa, tu peux faire revenir Tati Lucie ?» Édouard regarda ses 3 fils. Il vit l'espoir dans les yeux de Gabriel, l'angoisse silencieuse de Pierre, la déception à peine dissimulée de Lucas. Pour la première fois depuis la mort d'Anne-Claire, il vit clairement ce qu'il avait perdu la nuit précédente. Pas seulement une employée, mais la première personne qui avait réussi à apporter la paix à ses enfants en 8 mois de deuil. « Je vais essayer, Gabriel, je vais essayer. » Mais même en faisant cette promesse, Édouard n'avait aucune idée de comment la tenir. Comment expliquer à une femme qu'il avait humiliée devant 3 enfants qu'elle aimait? Comment demander pardon d'avoir laissé des préjugés qu'il ne savait même pas qu'il portait parler plus fort que l'humanité? Comment admettre que, pendant quelques secondes, il avait vu en elle non pas une femme dévouée s'occupant d'enfants traumatisés, mais une menace que son esprit préconçu avait inventée? La journée passa lentement. Édouard annula tous ses rendez-vous et resta à la maison, essayant de gérer la crise émotionnelle de ses enfants et sa propre culpabilité grandissante. L'après-midi, quand il réussit enfin à endormir Gabriel, il alla dans la chambre de Lucas. « Mon fils, il faut que je te parle. » Lucas était allongé sur son lit, regardant le plafond. « Tu aimes beaucoup Tati Lucie, n'est-ce pas ?» Le garçon se tourna pour le regarder. « Papa, depuis que maman est morte, tu es très triste. Et quand tu es triste, tu t'éloignes de nous. » Tati Lucie, non. Elle reste près de nous. Elle nous demande si on va bien. Elle se soucie de nous quand on a peur. Édouard déglutit. Et moi, je ne fais pas ça. Lucas hésita avant de répondre. Tu essaies, papa. Mais toi aussi, tu as peur. Tati Lucie n'a pas peur de notre tristesse. La sagesse de ces mots, venant d'un enfant de 10 ans, brisa le dernier reste de résistance qu'Édouard maintenait encore. Il avait été un lâche. Il avait choisi le travail plutôt que ses enfants parce qu'il était plus facile de gérer des problèmes qui avaient une solution qu'un deuil, qui semblait sans fin. Et quand enfin quelqu'un d'assez courageux pour affronter la douleur de 3 enfants orphelins était apparu, il l'avait renvoyé pour des raisons qu'il ne comprenait même pas complètement. Cette nuit-là, Édouard prit une décision. Il irait chercher Lucie Dubois. Il lui demanderait pardon, il la supplierait de revenir, pas comme employé, mais comme quelqu'un dont ses enfants avaient nos besoins et dont, peut-être, il avait aussi besoin pour réapprendre à être père. Mais d'abord, il devait la trouver, et cela, il le soupçonnait, ne serait pas facile. Édouard se réveilla le lendemain matin avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Il avait passé toute la nuit à réfléchir à comment trouver Lucie, comment lui demander pardon, comment expliquer l'inexplicable. Comment dire à une femme qu'il l'avait jugée pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle faisait? Comment admettre que, pendant quelques terribles secondes, ses préjugés les plus profonds avaient parlé plus fort que son humanité? Madame Marie était dans la cuisine quand il descendit, préparant le petit déjeuner en silence. Les garçons dormaient encore. Elle le regarda avec une expression qui mêlait espoir et scepticisme. « Vous allez vraiment la chercher ?»« Oui, mais je ne sais même pas où elle habite, Madame Marie. Vous avez son adresse ?» La gouvernante soupira et alla chercher un vieil agenda dans un tiroir de la cuisine. « Rue de Belleville, 84, dans le 19e arrondissement. »« Mais Édouard, vous devez comprendre une chose. Cette femme a de la fierté. Beaucoup de fierté. Elle ne reviendra pas juste parce que vous le demandez. » Édouard nota l'adresse sur un papier et le garda dans la poche de sa chemise. « Alors je devrais la convaincre que j'ai changé. Avez-vous vraiment changé ?» La question de Madame Marie le prit au dépourvu. Il resta quelques secondes en silence, réfléchissant honnêtement à la réponse. « J'essaie de changer, Madame Marie. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai réagi de cette façon. » Édouard arriva à la rue de Belleville vers 9 heures du matin. C'était une rue étroite, avec des maisons anciennes et de petits immeubles de 2 étages. Le numéro 84 était une maison simple, avec un portail vert écaillé et un petit jardin devant. Il sonna plusieurs fois, mais personne ne répondit. Une voisine, une dame aux cheveux gris, qui arrosait des plantes dans la maison,
D'à côté s'approcha de la clôture. Si vous cherchez Lucie, elle est partie tôt. Elle part toujours tôt. Vous savez où elle est allée? La dame l'analysa de haut en bas, remarquant ses vêtements chers et sa voiture importée garée dans la rue. Vous êtes son patron? J'étais. Je suis. C'est compliqué. La femme rit sans humour. C'est toujours compliqué quand les patrons viennent chercher leurs employés. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a cassé quelque chose? Perdu un objet de valeur? Édouard sentit ses joues brûler de honte. Non, madame, c'est moi qui ai cassé quelque chose. J'ai brisé sa confiance. La voisine l'étudia encore quelques secondes avant de parler. Lucie est une bonne personne, l'une des meilleures que je connaisse. Si vous avez fait quelque chose pour la blesser, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour réparer. Je sais, c'est pour ça que je suis là. Elle a l'habitude d'aller dans le centre le matin. Il y a un refuge là-bas, rue de Rivoli, où elle aide parfois. Mais je ne sais pas si c'est là qu'elle est aujourd'hui. Édouard la remercia et partit en direction du centre de Paris. La circulation était intense, comme toujours, mais il n'y prêtait même pas attention. Son esprit était occupé à imaginer ce qu'il dirait quand il la trouverait. Comment expliquer qu'il avait confondu dévouement et invasion? Comment demander pardon d'avoir vu une menace, là où il n'y avait que de l'amour? Le refuge Espoir se trouvait dans un vieil immeuble de la rue de Rivoli, avec une façade simple et une plaque discrète à l'entrée. Édouard gara la voiture et entra avec hésitation. L'endroit sentait la cuisine maison et le désinfectant. Des femmes de tous âges étaient assises sur des chaises en plastique, certaines avec de jeunes enfants sur les genoux. Une jeune femme en blouse blanche et aux cheveux attachés s'approcha de lui. « Je peux vous aider? Je cherche une femme nommée Lucie Dubois. On m'a dit qu'elle venait parfois ici. » La jeune femme le regarda avec méfiance. « Lucie est une de nos bénévoles. Pourquoi la cherchez-vous? »« J'ai besoin de lui parler. C'est personnel. » La femme hésita, évaluant clairement si Édouard représentait un danger. « Je vais lui demander si elle veut vous parler. Comment vous appelez-vous? »« Édouard Lambert. » La jeune femme disparut par une porte au fond du refuge. Édouard resta là, debout au milieu de la salle, sentant le poids des regards curieux des femmes hébergées. Certaines chuchotaient entre elles, se demandant probablement ce qu'un homme bien habillé faisait là. Après quelques minutes qui parurent à des heures, la porte s'ouvrit et Lucie apparut. Elle portait un tablier par-dessus ses vêtements et tenait une casserole à la main. Son visage était sérieux, sans colère, mais aussi sans chaleur. « Monsieur Édouard, Lucie, je peux vous parler ?» Elle posa la casserole sur une table voisine et enleva son tablier. « Allons parler dehors. » Ils sortirent sur le trottoir. Le bruit de la circulation et des gens créait un fond sonore qui rendait la conversation plus intime, paradoxalement. « Comment m'avez-vous trouvé? » Votre voisine m'a donné une piste. Lucie, je dois vous demander pardon. Elle le regarda dans les yeux, sans détourner le regard. « Pourquoi, monsieur Édouard? Pour m'avoir renvoyé? Pour m'avoir mise à la porte devant les enfants? Ou pour avoir pensé ce que vous avez pensé en me voyant dans ce lit? » La dernière question le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Elle avait compris. Bien sûr qu'elle avait compris. Pour tout ça, mais surtout pour avoir laissé mes préjugés parler plus fort que ma capacité à voir ce qui se passait réellement. Lucie hocha lentement la tête. « Vous savez, monsieur Édouard, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai déjà travaillé dans d'autres maisons avec des enfants. Toujours la même chose. Au début, les parents sont contents parce que je m'occupe bien de leurs enfants. Mais quand les enfants commencent à trop s'attacher, quand ils commencent à me voir comme de la famille, alors la peur s'installe. Peur de quoi? Peur que j'essaie de prendre la place de quelqu'un. Peur qu'une femme noire, pauvre, manipule leurs enfants. Peur que j'ai des intentions cachées. » Édouard baissa la tête, honteux. « Je n'ai rien pensé de tout ça consciemment, Lucie. » Pas besoin de penser consciemment, monsieur Édouard. Ces pensées sont tellement ancrées dans notre société qu'elles sortent automatiquement. Une femme comme moi s'occupant d'enfants blancs et riches, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Le silence s'installa entre eux. Édouard luttait pour trouver les mots justes. « Vous avez raison, et j'ai tort, complètement tort. Mais mes enfants, Lucie, mes enfants sont anéantis sans vous. » Elle croisa les bras, peu convaincue. Les enfants s'habituent. Ils s'habituent toujours. Ce n'est pas seulement une question d'habitude. Gabriel a pleuré toute la matinée hier.
Pierre n'a rien dit de la journée. Et Lucas m'a dit que vous étiez la seule personne qui n'avait pas peur de leur tristesse. Lucie ferma les yeux un instant, comme si elle luttait contre ses propres émotions. Monsieur Édouard, j'ai perdu ma fille, il y a 2 ans. Elle avait 4 ans, le même âge que Gabrielle quand votre femme est décédée. Pendant longtemps, je ne pouvais même pas regarder un enfant sans me souvenir d'elle. Mais quand j'ai commencé à travailler chez vous, quand j'ai vu ces garçons perdus, ne sachant pas comment gérer leur douleur, elle s'arrêta, prit une profonde inspiration avant de continuer. Ils m'ont rappelé que je pouvais encore aider, que je pouvais encore faire une différence dans la vie de quelqu'un, que peut-être je n'avais pas réussi à sauver ma fille, mais que je pouvais aider d'autres enfants. Édouard sentit ses yeux s'embuer. Comment est-elle morte? Une réaction allergique à un médicament. J'étais infirmière, je travaillais à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'aurais dû voir les signes plus tôt, j'aurais dû être plus rapide. Mais quand j'ai réalisé, il était trop tard. Je ne savais pas que vous étiez infirmière. J'ai perdu ma licence après ne plus pouvoir travailler à l'hôpital. Je ne pouvais plus voir d'enfants malades sans penser à elle. Édouard comprit alors pourquoi Lucie avait été si efficace en s'occupant de Gabriel quand il s'était étouffé. Pourquoi elle savait exactement comment nettoyer la blessure de Pierre. Lucie, mes enfants ont besoin de vous, et moi, je crois que j'en ai besoin aussi. Elle le regarda avec surprise. Besoin? J'ai besoin de réapprendre à être père. Depuis la mort d'Anne-Claire, je me suis réfugié dans le travail parce qu'il est plus facile de gérer des contrats que des enfants qui pleurent leur mère. Vous avez réussi à faire ce que je n'arrive pas à faire, rester près de leur douleur sans fuir. Lucie resta quelques minutes en silence, observant le mouvement de la rue. Si je reviens, les choses devront être différentes. Comment ça? Premièrement, je ne serai plus traitée comme une employée de maison. Si vous voulez que je m'occupe de vos enfants, je serai leur gouvernante, avec l'autorité de prendre des décisions les concernant quand vous n'êtes pas là. Édouard hocha la tête immédiatement. D'accord. Deuxièmement, vous allez suivre une thérapie. Toute la famille, vous, les enfants, moi, tous ensemble. Ces enfants ont besoin d'apprendre à gérer leur deuil de manière saine. Il hésita un instant. Il n'avait jamais envisagé la thérapie. C'est nécessaire? Monsieur Édouard, vous avez 3 enfants traumatisés par la perte de leur mère et un père qui fuit sa propre tristesse en travaillant trop. Bien sûr que c'est nécessaire. Très bien. Et troisièmement? Troisièmement, un salaire juste. Je ne veux pas être traité comme une faveur. Je veux un contrat formel, déclaré, avec des droits du travail. Si je dois être responsable de l'éducation de ces enfants, je veux être reconnu pour cela. Édouard calcula mentalement. Le salaire qu'elle demandait était 3 fois supérieur à ce qu'il payait habituellement aux employés de maison. Mais elle n'était pas une employée de maison. Elle était infirmière, gouvernante, et apparemment la seule personne capable d'apporter la paix à ses enfants. D'accord sur tout. Et encore une chose, le respect. Si un jour vous vous méfiez de moi, si un jour vous pensez que je fais quelque chose d'inapproprié avec les enfants, vous venez me parler d'abord. Ne me renvoyez pas devant eux. Ne m'humiliez pas. Parlez-moi. Édouard lui tendit la main. Je le promets. Lucie regarda la main tendue, hésita un instant, puis la serra. D'accord, je reviens. Mais j'aurai besoin de quelques jours pour régler les choses ici au refuge. Je peux commencer lundi? Oui. Et Lucie, merci. Merci de donner une seconde chance à un idiot. Elle faillit sourire. Tout le monde mérite une seconde chance, monsieur Édouard, même les idiots. Édouard rentra chez lui avec un sentiment de soulagement qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il trouva les garçons dans le salon avec Madame Marie, Gabrielle pleurant encore par intermittence, Pierre dessinant des figures sombres dans un cahier, Lucas lisant un livre mais clairement incapable de se concentrer. « Les garçons, j'ai une nouvelle. Les Isco, 3 levèrent la tête simultanément. Tati Lucie va revenir. » Gabriel fut le premier à réagir, se levant d'un bond et courant pour serrer son père dans ses bras. « C'est vrai, papa? Elle va vraiment revenir? » « Oui, elle revient lundi. » Pierre laissa tomber ses crayons de couleur et pour la première fois en 2 jours, esquissa un sourire. « Et elle ne partira plus? »« Non, Pierre, pas si tout se passe bien. » Lucas fut le plus prudent. « Papa, tu promets que tu ne la renverras plus ?» Édouard s'agenouilla à la hauteur d'eux. Son fils aîné. « Lucas,
Je promets que je ferai tout pour qu'elle se sente la bienvenue dans cette maison. Et je promets que si j'ai un problème avec quoi que ce soit, je lui en parlerai avant de prendre une décision. Le week-end passa lentement, mais avec une attente positive que la maison n'avait pas ressentie depuis des mois. Édouard annula le voyage d'affaires qu'il avait prévu pour la semaine suivante. Il voulait être présent les premiers jours du retour de Lucie. Le lundi matin, il se réveilla tôt et descendit à la cuisine. Madame Marie était déjà là, mais il y avait quelque chose de différent dans sa manière d'être. « Édouard, je peux vous dire quelque chose ?»« Bien sûr. Je travaille dans cette maison depuis 15 ans. Je vous ai vu, vous et Anne-Claire, vous fréquenter, vous marier, j'ai vu les garçons naître. Et je n'ai jamais vu personne s'occuper de ses enfants comme Lucie l'a fait ces 2 derniers mois. » Édouard hocha la tête, écoutant. « Si vous gâchez tout à nouveau, ce n'est pas elle qui partira. Ce sera moi. » La menace de Madame Marie le surprit, mais il comprit d'où elle venait. « Je ne gâcherai rien, Madame Marie. J'ai appris ma leçon. » À 8 heures précises, la sonnette retentit. Gabriel courut pour ouvrir la porte, suivi de Pierre et Lucas. Édouard entendit les cris de joie dans le hall et sourit. Lucie était de retour. Elle entra dans la maison avec une petite valise et un sourire discret. Les garçons l'entourèrent comme des petits affamés d'attention. « Tati Lucie, tu as apporté de nouvelles histoires ?» demanda Gabriel. « Oui, mon amour. J'ai apporté beaucoup de nouvelles histoires. » Édouard s'approcha. « Lucie, bienvenue à nouveau. »« Merci, monsieur Édouard. » Elle regarda autour de la maison comme si elle se souvenait de chaque recoin. « On parle de la routine ? Allons-y. » Ils s'assirent à la table de la salle à manger, les garçons autour, Madame Marie discrète mais présente. « Alors, quel est le plan ?» demanda Édouard. Lucie sortit un petit carnet de son sac. « J'ai pris quelques notes ce week-end. Premièrement, des horaires fixes. Les enfants ont besoin de routine. Petit déjeuner à 7h30, déjeuner à midi, dîner à 19h. Tous ensemble, autant que possible. » Édouard hocha la tête. Anne-Claire avait toujours insisté là-dessus, mais après sa mort, les horaires étaient devenus un chaos. Deuxièmement, des activités structurées. 1 heure de devoirs par jour, 1 heure de jeux libres, 1 heure de conversation en famille. Et le week-end, des sorties ensemble. « Des sorties ?» demanda Lucas. « Parc, cinéma, musée. Les choses que vous faisiez avec votre maman. » Édouard sentit sa poitrine se serrer. Depuis la mort d'Anne-Claire, ils n'étaient pas sortis ensemble une seule fois. « Et la thérapie ?» demanda-t-il. « J'ai pris rendez-vous pour jeudi après-midi. C'est une psychologue spécialisée dans le deuil infantile. Docteur Lefebvre. Elle nous recevra tous. Nous tous? Vous aussi, monsieur Édouard. Un enfant apprend en voyant son père gérer ses propres sentiments. » Gabriel tira sur la blouse de Lucie. « Tati Lucie, tu peux dormir ici ce soir ?» Édouard s'étouffa avec son café. « Gabriel, Tati Lucie a sa propre maison. » Lucie l'interrompit doucement. « Gabriel, je resterai ici tous les jours jusqu'à ce que vous vous endormiez. Mais je rentrerai chez moi le soir. Mais si vous faites un cauchemar, ou si vous avez peur, vous pouvez m'appeler et je viendrai, d'accord ?»« Comment ?» demanda Pierre. Elle sortit un téléphone portable de sa poche et le leur montra. « Papa a mon numéro. Si vous avez peur et qu'il ne sait pas comment vous aider, il m'appelle et je viens. » Édouard réalisa qu'elle créait un filet de sécurité pour les enfants sans s'engager à être disponible 24 heures sur 24. C'était intelligent. « Et maintenant ?» demanda Lucas. « Maintenant, nous commençons notre nouvelle routine. Qui veut m'aider à préparer le déjeuner ?» Les 3 petites mains se levèrent en même temps. Édouard observa Lucie organiser les garçons dans la cuisine, chacun avec une tâche petite mais importante. Gabriel lavait les tomates, Pierre disposait les assiettes, Lucas coupait des carottes avec un couteau sans pointe sous une surveillance attentive. Pour la première fois en 8 mois, la maison ressemblait à nouveau à un foyer. Cet après-midi-là, alors que les enfants faisaient leurs devoirs sur la table du salon sous la direction de Lucie, Édouard reçut un appel professionnel urgent. Avant la mort d'Anne-Claire, il aurait répondu immédiatement. Cette fois, il laissa l'appel aller sur sa messagerie vocale. « Monsieur Édouard » appela Lucie. Il s'approcha de la table. « C'était important ?» Édouard regarda ses fils, concentrés sur leur cahier, Lucie expliquant patiemment un problème de mathématiques à Pierre, cette scène de normalité qu'il n'avait pas vue depuis si longtemps. « Non. »
Ce n'était pas important. Et pour la première fois depuis la mort d'Anne-Claire, Édouard Lambert comprit que le travail pouvait attendre. Mais pas ses enfants. 3 mois s'étaient écoulés depuis le retour de Lucie dans la maison de la famille Lambert, et la transformation était visible pour quiconque connaissait cette famille auparavant. L'appartement du Marais avait retrouvé sa vie. Des rires résonnaient dans les couloirs, des conversations animées avaient lieu pendant les repas, et, pour la première fois depuis la mort d'Anne-Claire, Édouard rentrait à la maison avant 19 heures la plupart des jours. Les séances de thérapie avec le docteur Lefebvre portaient leurs fruits. Gabriel avait cessé d'avoir des cauchemars constants. Pierre recommençait à parler de ses sentiments au lieu de simplement dessiner des figures sombres. Lucas commençait à se comporter à nouveau comme un enfant au lieu de porter le poids d'être le responsable de ses jeunes frères. Et Édouard, lentement, apprenait à équilibrer travail et paternité. Lucie avait trouvé sa place dans la dynamique familiale d'une manière qui surprenait tout, le monde, surtout elle-même. Non pas comme une remplaçante d'Anne-Claire, mais comme quelqu'un d'unique, avec sa propre façon de prendre soin et d'enseigner. Elle avait apporté de la structure là où il y avait le chaos, de la patience là où il y avait de l'anxiété, et une présence constante que les enfants n'avaient pas eue depuis la perte de leur mère. Dans la cuisine, ce jeudi matin de janvier, la routine suivait son cours naturel. Gabriel aidait Lucie à préparer des smoothies pour tout le monde. Pierre organisait les sacs pour l'école. Lucas lisait un livre d'aventures en prenant son café. Édouard, pour la première fois depuis près d'1 an, était assis à table avec eux au lieu de se précipiter à une réunion. « Tati Lucie, aujourd'hui il y a un match de foot à l'école. Monsieur peut venir voir ?» demanda Pierre. Édouard sourit. Depuis que Lucie avait établi les règles de la maison, elle l'appelait toujours « Monsieur Édouard » devant les enfants, une façon de maintenir le respect hiérarchique tout en exerçant son autorité de gouvernante. « Oui, je peux, Pierre. À quelle heure est-ce le match ?»« À 15 heures. Alors j'annulerai ma réunion et je serai là. » Gabriel applaudit de joie. « Tu vas encourager mon équipe aussi, papa. »« Je vais encourager l'équipe des deux, Gabriel. » Lucie observait la scène avec un sourire discret. Cela avait pris du temps et beaucoup d'efforts de la part de tous, mais enfin, cette famille trouvait son nouvel équilibre. C'est alors que la sonnette retentit. Édouard fronça les sourcils. Il était 8h30 du matin. Trop tôt pour des visites. « J'y vais, » dit Lucie en se levant de table. Elle ouvrit la porte et trouva un homme en costume gris avec une mallette à la main et une expression sérieuse sur le visage. « Édouard Lambert. »« Non, je travaille ici. Il prend son petit déjeuner. Puis-je demander qui le cherche ? Je suis huissier de justice. J'ai une assignation à remettre à monsieur Édouard Lambert. » Lucie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Une assignation n'était jamais une bonne nouvelle. « Un instant, s'il vous plaît. » Elle retourna à la cuisine, où Édouard discutait joyeusement avec ses fils du match de foot de l'après-midi. « Monsieur Édouard, il y a un huissier de justice à la porte. Il a apporté une assignation pour vous. » Le sourire disparut du visage d'Édouard. Les garçons se turent, sentant le changement d'ambiance. « Une assignation ?» Il se leva et alla à la porte. L'huissier lui tendit une enveloppe scellée. « Édouard Lambert, c'est moi. Assignation en justice. Vous avez 15 jours pour constituer un avocat et présenter votre défense. » Édouard signa le reçu avec des mains légèrement tremblantes et ferma la porte. Il retourna à la cuisine où Lucie et les enfants l'attendaient avec anxiété. « Papa, c'est quoi une assignation ?» demanda Lucas. « C'est quand quelqu'un veut régler quelque chose en justice, mon fils. » Édouard ouvrit l'enveloppe et commença à lire le document. Au fur et à mesure de sa lecture, son expression devenait de plus en plus grave. « Qu'est-ce que c'est, monsieur Édouard » demanda Lucie à voix basse. Édouard regarda ses fils, hésita, puis décida qu'ils avaient le droit de savoir. « Les garçons, vos grands-parents Leclerc, les parents de maman, ont engagé une procédure en justice. Ils veulent que vous habitiez avec eux. » Le silence dans la cuisine fut assourdissant. Gabriel fut le premier à réagir. « Ils veulent qu'on parte d'ici. Ils pensent que ce serait mieux pour vous. Mais c'est juste ce qu'ils pensent. Rien n'a encore changé. » Lucas, toujours le plus mature, posa la question qu'Édouard redoutait. « Et Tati Lucie, elle peut venir avec nous ?» Édouard continua à lire le dossier. Plus il lisait, plus son expression se fermait. « Ils remettent aussi en question la présence de Lucie ici. » « Comment ça ?» demanda Pierre.
Édouard ne voulait pas entrer dans les détails devant les enfants. Mais le dossier était clair. Les grands-parents maternels alléguaient une négligence paternelle, exposaient l'épisode de Lucie dormant dans le lit avec les enfants, remettaient en question sa qualification professionnelle et même sa santé mentale après la perte de sa propre fille. « Il pense que je ne m'occupe pas bien de vous et que Lucie ne devrait pas travailler avec des enfants. » Lucie sentit son estomac se nouer. C'était la même situation qu'elle avait vécue dans d'autres maisons, mais cette fois publiquement, officiellement. « Monsieur Édouard, peut-être qu'il vaut mieux que je m'éloigne jusqu'à ce que cela soit résolu. »« Non !» crièrent les trois garçons en même temps. Édouard la regarda avec détermination. « Vous n'irez nulle part, Lucie. Nous allons affronter ça ensemble. » Dans les semaines qui suivirent, la vie de la famille Lambert fut bouleversée. Édouard engagea maître Françoise Allard, l'une des meilleures avocates en droit de la famille de Paris. Les grands-parents maternels, Joseph et Carmen Leclerc, avaient des ressources et engagèrent une équipe juridique tout aussi compétente. L'affaire, qui aurait dû se dérouler à huis clos car elle impliquait des mineurs, finit par fuiter dans les médias. Une journaliste d'un journal local eut accès aux documents et publia un article intitulé « Un père absent laisse ses enfants orphelins aux soins d'une employée non qualifiée ». L'article décrivait Édouard comme un homme d'affaires bourreau de travail qui avait négligé ses enfants après la mort de sa femme. Lucie était dépeinte comme une femme perturbée qui avait perdu sa propre fille et s'attachait maintenant de manière inappropriée aux enfants de son patron. L'épisode de la chambre était décrit de manière sensationnaliste, insinuant des comportements inappropriés. Édouard découvrit l'article en arrivant au bureau un lundi matin et en trouvant sa secrétaire avec une expression gênée. « Monsieur Lambert, vous devriez peut-être voir ça, » dit-elle en lui tendant le journal. Édouard lut l'article et sentit une colère qu'il n'avait pas éprouvée depuis la nuit où il avait renvoyé Lucie. Mais cette fois, la colère était dirigée contre les journalistes et les grands-parents d'Anne-Claire, pas contre la femme qui s'occupait de ses enfants avec tant d'affection. À la maison, Lucie gérait les conséquences différemment. Elle avait reçu des appels d'anciennes employeuses remettant en question sa conduite. Une mère, dont elle s'était occupée des enfants 2 ans plus tôt, appela pour dire qu'elle ne la recommanderait plus à personne. Quand M. Édouard rentra à la maison cet après-midi-là, il la trouva dans la cuisine, les yeux rouges. « Lucie, ça va ?» Elle lui montra quelques emails imprimés qu'elle avait reçus. « Les gens disent que je suis dangereuse pour les enfants, que j'utilise la douleur des familles pour profiter d'elles. » Édouard lut les emails et sentit la colère monter encore plus. « C'est ridicule. Quiconque vous connaît sait que ce n'est pas vrai. » « Mais les gens ne me connaissent pas, monsieur Édouard. Ils ne connaissent que ce qu'ils ont lu dans le journal. » Les garçons rentrèrent de l'école ce jour-là plus silencieux que d'habitude. Lucas alla directement parler à son père. « Papa, les enfants à l'école parlent de nous. Qu'est-ce qu'ils disent? Que Tati Lucie est méchante, qu'elle veut nous voler à toi, que tu es un mauvais père. » Édouard s'agenouilla à la hauteur de son fils. « Et tu crois ça? Bien sûr que non. Mais c'est désagréable d'entendre ces choses. Je sais, mon fils, mais parfois les gens disent de mauvaises choses sur des situations qu'ils ne comprennent pas. » Le jour du jugement, 3 semaines après l'assignation, le tribunal était bondé. Journalistes, curieux et militants des 2 camps s'agglutinaient à l'extérieur. Édouard, Lucie et les enfants entrèrent par la porte de derrière, escortés par l'avocate. Madame la juge Martine Renaud était une femme de 50 ans, aux cheveux gris et à la réputation de rigueur et de justice. Elle avait analysé tous les documents du dossier et semblait préparée pour une audience longue et complexe. L'avocat des grands-parents, maître Robert Marchand, fut le premier à parler. Madame la juge, les grands-parents maternels. Joseph et Carmen Leclerc demandent la garde de Lucas, Pierre et Gabriel Lambert, car ils estiment que le père Édouard Lambert n'offre pas l'environnement adéquat pour le développement sain des enfants. Il présenta un dossier détaillé, les horaires de travail excessifs d'Édouard, les multiples changements de gouvernante dans les mois suivant la mort d'Anne-Claire, l'épisode controversé de la chambre et un rapport psychologique remettant en question la stabilité émotionnelle de Lucie. De plus, Madame la juge, nous remettons en question la pertinence de la gouvernante actuelle, Lucie Dubois, une femme qui a perdu sa propre fille dans des circonstances traumatisantes et qui ne possède aucune qualification formelle pour s'occuper d'enfants orphelins.
Maître Françoise Allard se leva pour la défense. Madame la juge, ce que nous voyons ici est un père qui a traversé une période de deuil naturel après avoir perdu sa femme, mais qui a complètement restructuré sa vie pour donner la priorité au bien-être de ses enfants. Les enfants sont en thérapie, ont une routine établie et, plus importante encore, sont heureux et adaptés. Elle présenta des rapports du docteur Lefebvre, la psychologue, attestant de l'amélioration significative de l'état émotionnel des 3 enfants. Elle apporta également des témoignages de professeurs de l'école, relatant les progrès scolaires et sociaux des garçons. Quant à Madame Lucie Dubois, elle n'est pas seulement une gouvernante, c'est une infirmière. Avec 20 ans d'expérience qui a trouvé dans la famille Lambert une opportunité d'exercer sa vocation de prendre soin d'enfants en situation de vulnérabilité émotionnelle. La juge entendit les témoignages des 2 parties. Joseph Leclerc, le grand-père maternel, un ingénieur à la retraite de 68 ans, parla de sa capacité financière à subvenir aux besoins de ses petits-enfants et de la stabilité émotionnelle que lui et sa femme pourraient offrir. Édouard, quand son tour de parler arriva, était visiblement nerveux. « Madame la juge, je reconnais avoir commis des erreurs après la mort de ma femme. Je me suis réfugié dans le travail parce que je ne savais pas comment gérer ma douleur et celle de mes enfants. Mais j'ai appris. J'ai changé. Aujourd'hui, je sais qu'être père est la chose la plus importante que je fais dans ma vie. » Il regarda Lucie, assise sur les chaises réservées aux témoins. « Et s'il y a quelqu'un qui m'a appris cela, c'est Lucie. Elle m'a montré que les enfants traumatisés ont besoin de présence, pas de cadeaux. Ils ont besoin de temps, pas d'argent. Ils ont besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de rester près de leur douleur. » Quand ce fut le tour de Lucie de témoigner, elle se leva avec dignité. Elle portait une robe simple, bleu marine, et avait attaché ses cheveux en un chignon bas. « Madame la juge, j'ai perdu ma fille, il y a 2 ans. Pendant longtemps, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais m'occuper d'enfants sans m'effondrer. Mais quand j'ai rencontré Lucas, Pierre et Gabriel, j'ai réalisé qu'ils étaient perdus de la même manière que moi. Et que peut-être, en m'occupant d'eux, je pourrais honorer la mémoire de ma fille. » Elle parla des nuits où Gabriel se réveillait en hurlant, de la façon dont Pierre ne dessinait que des figures noires pendant des semaines, de la responsabilité excessive que Lucas avait assumée. Je n'ai pas essayé de remplacer leur mère, personne ne peut le faire. Mais j'ai essayé d'être quelqu'un en qui ils pouvaient avoir confiance, quelqu'un qui serait présent même dans les moments les plus difficiles. La défense de Lucie fut émouvante, mais contrôlée. Elle admit ses erreurs, expliqua ses qualifications professionnelles et, plus important encore, démontra une connaissance approfondie des besoins spécifiques de chacun des 3 enfants. Maître Robert Marchand tenta de briser sa crédibilité. « Madame Dubois, ne trouvez-vous pas problématique qu'une femme qui a perdu sa propre fille par négligence médicale s'occupe d'enfants orphelins ?» Lucie prit une profonde inspiration avant de répondre. « Maître, je n'ai pas perdu ma fille par négligence médicale. Je l'ai perdue à cause d'une réaction allergique rare et imprévue. Et c'est justement parce que j'ai vécu cette perte que je peux comprendre la douleur de ces enfants d'une manière que d'autres personnes ne peuvent peut-être pas. » La partie la plus importante de l'audience se déroula dans une salle privée, où la juge Martine Renaud s'entretint individuellement avec chacun des 3 enfants, sans la présence des adultes. Lucas fut le premier. Il s'assit sur un petit fauteuil en face du bureau de la juge, les mains nerveusement entrelacées. « Lucas, comprends-tu pourquoi nous sommes ici aujourd'hui ?» demanda la juge d'une voix douce. « Je comprends. Papy et Mamie Leclerc veulent qu'on habite avec eux. Et qu'est-ce que tu en penses ?» Le garçon de 10 ans hésita, choisissant ses mots avec soin. « J'aime bien Papy et Mamie. Ils sont gentils et ils ont une grande maison. Mais ils ne nous connaissent pas vraiment. Ils ne savent pas que Pierre fait des cauchemars quand il mange du sucre après 19 heures. Ils ne savent pas que Gabriel ne peut s'endormir que si quelqu'un chante doucement. Ils ne savent pas que je m'inquiète quand mon père rentre tard. Et Lucie, elle le sait? Tati Lucie sait tout. Elle se souvient du médicament pour l'allergie de Gabriel. Elle me parle quand je m'inquiète pour mon père. Elle apprend à Pierre à dessiner des choses colorées au lieu de seulement des choses noires. Pierre entra ensuite, plus timide, mais tout aussi clair dans ses propos. « Pierre, raconte-moi comment tu
te sens en vivant avec ton père et Lucie. Je me sens en sécurité. Avant que Tati Lucie n'arrive, j'avais peur de dormir parce que je rêvais que tout le monde partait comme maman. Mais Tati Lucie a expliqué que maman n'avait pas choisi de partir. Elle est tombée malade. Et maintenant, tu fais encore des cauchemars? Parfois. Mais quand j'en fais, je peux appeler Tati Lucie ou mon père, et ils viennent me parler. Gabriel, le plus jeune, donna la réponse la plus directe. Gabriel, si tu pouvais choisir où habiter, où choisirais-tu? Je veux habiter avec papa, avec Lucas, avec Pierre et avec Tati Lucie. Tous ensemble. Pourquoi? Parce que Tati Lucie fait de bons smoothies, raconte des histoires drôles et n'est pas triste quand je pleure. Et parce que papa joue avec moi maintenant après le travail. Et si tu devais choisir entre habiter avec tes grands-parents ou habiter sans Tati Lucie? Gabriel réfléchit quelques secondes. Je peux dire quelque chose? Bien sûr. Tati Lucie m'a dit qu'elle avait une petite fille qui est allée au ciel comme maman. Et elle m'a dit que s'occuper de nous faisait moins mal à son cœur. Alors si je pars, son cœur aura encore mal. La juge sentit sa gorge se serrer. Qu'en penses-tu? Je pense que oui, et je ne veux pas que son cœur ait mal. Lorsque l'audience reprit, la juge Martine Renaud avait pris sa décision. Après avoir entendu toutes les parties et surtout après m'être entretenu avec les 3 enfants concernés, cette magistrate décide de maintenir la garde au père, Édouard Lambert, sous certaines conditions. Édouard sentit à la fois soulagement et tension. Les conditions sont les suivantes. Poursuite obligatoire du suivi psychologique familial, visite bimensuelle d'une assistante sociale pendant 6 mois et régularisation de la situation professionnelle de la gouvernante, Lucie Dubois. La juge regarda directement Lucie. « Madame Dubois, vous devrez obtenir une certification de gouvernante spécialisée en traumatologie infantile dans un délai de 6 mois. L'État vous offrira un soutien pour que vous puissiez régulariser votre situation professionnelle. » Lucie hocha la tête émue. La décision est fondée sur le principe de l'intérêt supérieur des enfants, qui ont clairement démontré où ils se sentent en sécurité et aimés. Je comprends l'inquiétude des grands-parents maternels, mais la stabilité émotionnelle ne se mesure pas seulement par les conditions financières. Joseph Leclerc se leva, visiblement contrarié. « Madame la juge, nous allons faire appel de cette décision. C'est votre droit, mais jusqu'à ce que l'appel soit jugé, la garde reste au père. » Édouard tint la main de Lucie en sortant du tribunal. Dehors, une foule de journalistes les attendait. Des microphones furent tendus vers leurs visages, des flashs crépitèrent, des questions furent criées simultanément. « Monsieur Lambert, avez-vous quelque chose à dire sur la décision? Quel a été votre sentiment? En entendant le verdict, Madame Lucie, vous considérez-vous comme victorieuse? » Édouard s'arrêta sur les marches du palais de justice. Un instant, il pensa ne rien dire, simplement partir de là le plus vite possible. Mais il regarda Lucie à ses côtés, se souvint de ses enfants qui attendaient à la maison et prit une décision. « Je voudrais faire une déclaration. » Le brouhaha diminua. Édouard prit une profonde inspiration. « Il y a 4 mois, j'ai commis l'une des pires erreurs de ma vie. Je suis rentré d'un voyage d'affaires et j'ai trouvé cette femme, Lucie Dubois, s'occupant de mes enfants de la manière la plus affectueuse possible. Et vous savez ce que j'ai fait? Je l'ai renvoyée, parce que j'ai vu une femme noire dans le lit avec mes enfants et que mon préjugé a parlé plus fort que mon humanité. » Un silence complet se fit parmi les journalistes. Mais cette femme a non seulement pardonné mon ignorance, mais elle est revenue chez nous et m'a réapprise à être père. Elle a sauvé mes enfants de la dépression, m'a sauvé de ma propre lâcheté. Et aujourd'hui, notre famille n'existe que parce qu'elle a décidé de nous donner une seconde chance. Édouard regarda directement les caméras. Alors oui, je me considère comme victorieux aujourd'hui, non pas parce que j'ai gagné un procès, mais parce que j'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement une question de sang. C'est choisir d'aimer et de prendre soin chaque jour. Et Lucie Dubois n'est pas notre employée, elle est notre famille. La déclaration d'Édouard devint virale sur les réseaux sociaux. Certains l'attaquèrent pour avoir exposé sa propre ignorance. D'autres le louèrent pour son honnêteté. Mais ce qui importait pour lui n'était pas l'opinion publique. C'était l'expression sur les visages de ses enfants quand ils rentrèrent à la maison cet après-midi-là. Gabriel courut pour serrer Lucie dans ses bras. « Tati Lucie, la dame à la télé a dit que tu allais rester avec nous pour toujours. C'est vrai ?»
Lucie regarda Édouard qui hocha la tête. « C'est vrai, mon amour. Je vais rester. » La déclaration publique d'Édouard sur les marches du tribunal changea tout. Dans les jours qui suivirent, la famille Lambert reçut des centaines de messages de soutien. Des lettres, des emails, des commentaires sur les réseaux sociaux de personnes qui s'étaient reconnues dans l'histoire de rédemption et de seconde chance. Des mères célibataires luttant contre les préjugés, des pères essayant d'équilibrer travail et famille, des professionnels noirs confrontés à une méfiance constante. Lucie, qui pendant des semaines avait été dépeinte comme une menace, devint soudain un symbole de résistance et de dévouement. Elle reçut des invitations pour des conférences, des offres d'emploi et, plus important encore, le soutien émotionnel de personnes qui comprenaient son parcours. Édouard retourna au travail le lundi suivant le jugement et trouva une surprise sur son bureau. Ses associés avaient préparé une proposition pour restructurer sa charge de travail, lui permettant de maintenir son chiffre d'affaires, mais avec plus de flexibilité pour être présent dans la vie de ses enfants. Le changement le plus significatif, cependant, vint d'un appel téléphonique que Lucie reçut un mardi après-midi. Elle aidait Pierre avec ses devoirs de mathématiques quand son portable sonna. « Allô? Lucie? C'est moi, Patricia. Ta sœur. » Lucie faillit laisser tomber le téléphone. Cela faisait 2 ans qu'elle n'avait pas parlé à Patricia, depuis les funérailles de la petite Julie. La douleur de la perte avait créé une barrière entre elles qui semblait infranchissable. « Patricia, comment as-tu eu mon numéro? Je t'ai vu à la télévision. » La déclaration de ce père. « Waouh, Lucie, j'étais si fière. » Lucie sortit de la pièce pour parler en privé. « Fière? Fière de voir que tu as trouvé un moyen de transformer ta douleur en soin, que tu aides d'autres enfants. » Les 2 sœurs parlèrent pendant plus d'1 heure. Patricia, qui était assistante sociale à Orléans, raconta qu'elle avait suivi la répercussion de l'affaire et s'était rendue compte à quel point elle avait été injuste, en blâmant Lucie pour la mort de Julie. « J'étais tellement en colère, Lu, tellement en colère contre Dieu, contre les médecins, contre le monde, et j'ai fini par m'en prendre à toi parce que c'était plus facile d'avoir quelqu'un à blâmer. » Lucie pleura au téléphone pour la première fois depuis la mort de Julie. « Je me suis beaucoup blâmée aussi, Pat. Je me blâme encore parfois. Mais tu as transformé ça en quelque chose de bien. Ces enfants ont de la chance de t'avoir. Ils m'ont sauvé autant que je les ai sauvés. » Patricia fit une proposition qui allait complètement changer le cours de la vie de Lucie. « Lu, il y a un cours de spécialisation en soins infantiles traumatiques à l'université à Paris. Il est destiné aux professionnels de la santé qui travaillent avec des enfants en situation de vulnérabilité. Je peux t'aider à t'inscrire. » Lucie hésita. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas pensé à reprendre ses études, à relancer sa carrière dans le domaine de la santé. « Je ne sais même pas si j'en suis encore capable, Pat. Ça fait 2 ans que je n'ai pas mis les pieds dans un hôpital. Pas besoin que ce soit à l'hôpital. Ce cours qualifie aussi pour travailler dans des refuges, des écoles, des familles. C'est exactement ce que tu fais maintenant, mais avec une certification officielle. » Ce soir-là, pendant le dîner, Lucie raconta à la famille sa conversation avec sa sœur. « C'est merveilleux, » dit Édouard. « Tu devrais t'inscrire. Mais et vous? Si je commence à étudier, j'aurai moins de temps disponible. » Gabriel, qui jouait avec les haricots dans son assiette, leva la tête. « Tati Lucie, tu vas redevenir docteur? »« Pas docteur, mon amour, mais je vais étudier pour en apprendre plus sur la façon de prendre soin des enfants. Et tu continueras à t'occuper de nous? »« Oui. Peu importe ce que j'étudie, je serai toujours là pour vous. » Lucas, toujours pratique, posa la question importante. « Papa, tu peux aider Tati Lucie avec ses études ?» Édouard sourit. « Bien sûr, on peut réorganiser les horaires pour qu'elle ait le temps d'étudier, et je peux payer le cours si elle le souhaite. » Lucie le regarda, surprise. « Monsieur Édouard, c'est très cher. Lucie, vous avez complètement changé notre vie. C'est le moins que je puisse faire. » L'inscription au cours fut la première étape d'une transformation qui prendrait des mois à se compléter. Lucie retourna dans le milieu universitaire, retrouva d'anciennes collègues de profession et commença lentement à reconstruire son identité de professionnelle de la santé. Le cours était intensif, 3 matinées par semaine de cours théoriques et 2 après-midi de stages pratiques. Édouard réorganisa complètement son emploi du temps
pour être présent au moment où Lucie ne pouvait pas l'être. Les premières semaines furent difficiles. Lucie avait perdu sa confiance académique et se sentait déplacée parmi des collègues plus jeunes et plus à jour. Mais peu à peu, son expérience pratique avec les enfants. Lambert se révéla plus précieuse que n'importe quelle théorie. Le professeur Charles Martin, coordinateur du cours, perçut rapidement le potentiel de Lucie. « Madame Dubois, j'aimerais vous parler après le cours. » Lucie devint nerveuse, pensant qu'elle avait fait quelque chose de mal. « Bien sûr, professeur. »« Madame Dubois, votre étude de cas lors du dernier cours était exceptionnelle. La façon dont vous avez géré le traumatisme de l'abandon chez les 3 enfants simultanément démontre une compétence rare. Merci, professeur. J'aimerais savoir si vous accepteriez de présenter votre cas au Congrès national de pédiatrie en septembre. » Lucie faillit s'étouffer. « Présenter? Moi? Votre travail est un exemple parfait de la manière dont le soin intégral peut inverser des traumatismes complexes. Ce serait très précieux pour d'autres professionnels. » Lucie accepta l'invitation et passa les mois suivants à préparer sa présentation. Édouard et les enfants l'aidèrent, racontant leurs propres perspectives sur le processus de guérison familiale. Pendant ce temps, la famille développait de nouveaux rituels et traditions. Les vendredis devinrent la soirée pizza et film. Les samedis étaient réservés aux sorties. Les dimanches, aux visites chez les grands-parents Leclerc, qui acceptèrent peu à peu Lucie comme partie intégrante de la vie de leurs petits-enfants. Joseph Leclerc fut le premier à céder. « Lucie, je peux vous parler un instant ?» demanda-t-il un dimanche après-midi. « Bien sûr, monsieur Joseph. » Ils s'assirent dans le jardin de la maison des grands-parents pendant que les enfants jouaient dans la piscine. « Je veux vous présenter mes excuses. Pour le procès, pour les choses que nous avons dites sur vous. » Lucie le regarda avec surprise. « Vous étiez inquiet pour vos petits-enfants, c'est compréhensible. »« Non, ça ne l'est pas. J'ai laissé la peur et les préjugés parler plus fort que le bon sens. Ces enfants n'ont pas été aussi heureux depuis avant la mort d'Anne-Claire. » Joseph hésita avant de continuer. « Carmen et moi avons toujours voulu aider, mais nous ne savions pas comment. Nous pensions que l'amour et l'argent réglaient des tout. Vous leur avez appris qu'il y a d'autres choses importantes. Ce sont des enfants spéciaux. Ils avaient juste besoin de quelqu'un qui n'ait pas peur de rester près de leur douleur. La réconciliation familiale apporta une stabilité encore plus grande aux garçons. Pour la première fois depuis la mort de leur mère, ils avaient un réseau de soutien solide, un père présent, une gouvernante dévouée, des grands-parents impliqués, une routine structurée et un suivi professionnel. En septembre, Lucie présenta son travail au congrès de pédiatrie. Édouard et les enfants vinrent l'écouter. Voir la femme qui s'occupait d'eux être applaudie par des médecins et des psychologues de tout le pays fut un moment de fierté indescriptible. Le docteur Hélène Travers, chef du service de pédiatrie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, s'approcha de Lucie après la présentation. « Madame Dubois, j'aimerais discuter d'une opportunité de travail. » Lucie regarda Édouard, qui hocha la tête pour l'encourager. « Nous mettons en place un programme pilote de soins intégrés pour les enfants traumatisés. Nous avons besoin de quelqu'un avec votre profil pour coordonner l'équipe. Mais je n'ai pas encore terminé ma spécialisation. Cela peut être ajusté. Ce qui compte, c'est votre expérience pratique et votre capacité à obtenir des résultats. » L'offre était tentante. Coordonner un programme innovant, travailler sur des cas complexes, former d'autres professionnels. Mais Lucie avait une famille à s'occuper. « Je peux y réfléchir ? » « Bien sûr, mais j'aimerais que vous sachiez que le programme fonctionnerait à temps partiel. 3 matinées par semaine au début. Ce soir-là, toute la famille se réunit dans le salon pour discuter de la proposition. « Tati Lucie, tu veux travailler à l'hôpital ?» demanda Gabriel. « Oui, mon amour, mais seulement si vous êtes d'accord. »« Et tu vas arrêter de t'occuper de nous ?»« Jamais. Vous êtes ma priorité. Vous le serez toujours. » Pierre, qui était devenu plus communicatif ces derniers mois, fit une observation qui surprit tout le monde. « Tati Lucie, si tu aides d'autres enfants comme tu nous as aidés, ce sera très bien. » Édouard sourit. « Pierre a raison. Tu as un don, Lucie. Ce serait égoïste de le garder juste pour nous. » Lucas, toujours pratique, voulut connaître les détails. « Mais tu seras là quand on rentrera de l'école ? » ?»« Oui, le travail serait le matin pendant que vous êtes à l'école. » « Alors c'est d'accord. » Lucie accepta le poste à l'hôpital. Dans les mois qui suivirent,
elle développa des protocoles de prise en charge qui devinrent une référence nationale. Sa méthodologie, basée sur la présence constante et la validation émotionnelle, fut intégrée à la formation des infirmiers et des assistants sociaux dans plusieurs hôpitaux du pays. Le programme grandit tellement que l'hôpital décida de l'officialiser sous le nom de « Programme Lucie Dubois de soins infantiles traumatiques ». Lors de la cérémonie de lancement officielle, Lucie monta sur scène accompagnée d'Édouard et des 3 enfants. Dans son discours, elle parla du chemin qu'elle avait parcouru depuis la perte de Julie jusqu'à ce moment. « Pendant longtemps, j'ai cru que ma fille était morte en vain, que son départ n'avait aucune signification. Mais aujourd'hui, je comprends que Julie m'a appris que l'amour est la seule véritable façon d'honorer ceux qui sont partis, et que prendre soin d'autres enfants ne diminue pas l'amour que je ressens pour elle, mais le multiplie. » 6 mois plus tard, un jeudi après-midi, Édouard appela Lucie pour une conversation privée. « Lucie, j'ai une proposition à te faire. » Elle s'assit dans le fauteuil du salon, curieuse. Édouard sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai parlé à mon avocate d'une question juridique. S'il m'arrive quelque chose, je veux être sûr que tu auras l'autorité légale sur les enfants. » Lucie resta sans voix. « C'est un document de cotutelle. Si tu signes, tu auras les mêmes droits que moi sur Lucas, Pierre et Gabriel. Pas en tant qu'employé, mais en tant que famille. » Elle ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes et lut le document. C'était une reconnaissance officielle de ce qui existait déjà dans la pratique. Elle était aussi responsable de ses enfants que leur propre père. « Édouard, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Tu as juste besoin de savoir que tu n'es pas une étrangère qui s'occupe de mes enfants. Tu fais partie de cette famille, avec tous les droits et responsabilités que cela implique. » Lucie signa le document. Quand les enfants apprirent la nouvelle, Gabriel posa la question qui était dans le cœur de tous. « Tati Lucie, maintenant je peux t'appeler maman. » Lucie s'agenouilla à sa hauteur et prit ses petites mains. « Mon amour, je n'essaierai jamais de prendre la place de ta maman. Elle est unique et spéciale et sera toujours ta mère. Et toi? Je suis ta Lucie. Quelqu'un qui a choisi de vous aimer et de prendre soin de vous tous les jours. Si tu veux m'appeler maman Lucie, c'est d'accord. Si tu veux continuer à m'appeler Tati Lucie, c'est bien aussi. L'important, c'est que tu saches que je suis là pour toujours. » À la fin de cette année-là, Lucie décida d'emmener les enfants découvrir sa ville natale, Tours, et de visiter la tombe de Julie. Édouard non seulement permit le voyage, mais insista pour les accompagner. Le voyage fut soigneusement planifié. Lucie avait discuté avec le docteur Lefebvre de la manière de présenter Julie aux garçons, comment expliquer la mort d'un enfant à d'autres enfants qui avaient vécu la perte de leur mère. Au cimetière, par un matin ensoleillé de décembre, Lucie s'agenouilla devant la petite pierre tombale rose qui marquait l'endroit où sa fille reposait. « Julie, ma princesse, j'ai amené des personnes pour te rencontrer. » Gabriel s'approcha le premier, avec la curiosité naturelle d'un enfant. « Salut, Julie. Je suis Gabriel. Ta maman s'occupe de nous maintenant. » Pierre déposa une petite fleur qu'il avait cueillie dans le jardin du cimetière. « Salut, Julie. Ta maman est très gentille. Elle fait de bons smoothies et raconte des histoires drôles. » Lucas, plus mature, comprit la signification profonde de ce moment. « Julie, merci beaucoup de nous avoir prêté ta maman. On va bien s'occuper d'elle, je te le promets. » Lucie pleura, mais pas de tristesse. Pour la première fois depuis la mort de Julie, ses larmes étaient de gratitude. Gratitude d'avoir tant aimé, d'avoir été aimé et d'avoir trouvé un moyen de continuer à aimer. Édouard observa la scène de loin, respectant l'intimité du moment, mais présent comme soutien émotionnel. Sur le chemin du retour vers Paris, la voiture était remplie de conversations animées sur le voyage, sur Julie, sur les projets pour les vacances d'été. Les enfants avaient naturellement intégré la mémoire de la fille de Lucie à leurs propres histoires familiales. Ce soir-là, après que tout le monde se fut endormi, Édouard et Lucie s'assirent dans le jardin de la maison observant le ciel étoilé de Paris. « Lucie, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. » « Avais-tu déjà imaginé que ta vie serait comme ça quand tu as perdu Julie ?» Lucie rit doucement. « Jamais. Je pensais que je ne serais plus jamais heureuse, que je ne pourrais plus jamais m'occuper d'enfants sans m'effondrer. Et maintenant? Maintenant, je comprends que Julie n'est pas morte pour m'apprendre quelque chose. Elle est simplement morte, un point c'est tout. Mais j'ai choisi d'utiliser la
Douleur de la perte pour créer quelque chose de beau. J'ai choisi de transformer le vide en soin. Édouard hocha la tête. Tu sais, Lucie, le jour où je t'ai renvoyée, je pensais que je protégeais mes enfants de quelque chose. Je ne savais pas que j'étais sur le point de les priver de la personne qui allait les sauver. Ne me traite pas en héros, Édouard. Ils m'ont sauvé autant que je les ai sauvés. Peut-être même plus. Comment ça? Ils m'ont appris qu'il est possible d'aimer à nouveau après avoir tout perdu. Que la famille, ce n'est pas seulement une question de sang, mais de choix quotidien. De se réveiller chaque jour et de décider de rester, même quand c'est difficile. Édouard regarda la maison où ses enfants dormaient paisiblement pour la première fois depuis plus d'1 an. Je pense que c'est ce qu'Anne-Claire voulait pour eux, pour nous. J'en suis sûr. Ils restèrent en silence quelques minutes, chacun perdu dans ses propres pensées. Lucie, je peux te faire une confession. Oui, cette première nuit, quand je t'ai trouvé endormi avec eux, je n'étais pas en colère, seulement parce que tu étais dans mon lit. J'étais en colère parce que tu réussissais à faire ce que je n'arrivais pas à faire. Quoi donc? Rester près de leur douleur? Ne pas avoir peur de les voir tristes? Ne pas fuir quand ils pleuraient? Édouard prit une profonde inspiration avant de continuer. J'avais peur que si je restais trop près de leur tristesse, je m'effondrerais aussi. C'était plus facile de travailler tard que de s'asseoir à table et de voir les places vides. Et maintenant? Maintenant, je sais que fuir la tristesse ne la fait pas disparaître. Ça la fait juste grandir. Et que rester près de la douleur de mes enfants ne me brise pas. Ça me renforce. Lucie sourit. Tu sais ce qui est drôle? Quoi? Pendant des années, je me suis blâmé de ne pas avoir sauvé Julie. Je pensais que si j'avais été une meilleure infirmière, une mère plus attentive, elle serait en vie. Et maintenant? Maintenant, je comprends que certaines choses sont hors de notre contrôle. Mais d'autres non. Je n'ai pas pu sauver ma fille, mais j'ai pu aider tes enfants. Je n'ai pas pu éviter ma perte, mais j'ai pu la transformer en gain pour d'autres personnes. Édouard se leva et lui tendit la main pour l'aider. Je pense qu'on devrait rentrer. Demain, c'est l'école, et tu sais comme Gabriel est irritable quand il ne dort pas bien. Lucie rit et accepta la main tendue. Il tient ça de sa mère. Anne-Claire a toujours été très sensible aux changements de routine. Ils entrèrent ensemble dans la maison, éteignirent les lumières et montèrent vérifier si les enfants allaient bien. Gabriel serrait l'ourson que Lucie lui avait donné. Pierre dormait blotti contre le livre qu'il lisait. Lucas avait laissé un dessin sur la table de chevet. Une maison avec 5 personnes devant, toutes se tenant la main. 2 ans après cette conversation dans le jardin, la famille Lambert-Dubois célébrait le 5e anniversaire de Gabriel lors d'une fête dans un parc. Étaient présents les amis de l'école, les grands-parents Leclerc, Patricia et son mari, quelques collègues de travail de Lucie de l'hôpital, et même Madame Marie, qui était devenue pratiquement une grand-mère pour les garçons. Édouard regardait la scène, Lucie organisant les enfants pour la photo, Gabriel courant après ses amis, Pierre montrant son nouveau dessin coloré à ses grands-parents, Lucas aidant à servir le gâteau. Le professeur Charles Martin, qui était devenu un ami de la famille, s'approcha de lui. « Édouard, je peux dire que j'ai rarement vu une transformation familiale aussi complète. Merci, professeur, mais le mérite ne me revient pas. Il vous revient à tous les deux, et surtout aux enfants, qui ont su pardonner et recommencer. » Édouard hocha la tête, observant Lucie enseigner un nouveau jeu à un groupe d'enfants. « Vous savez, professeur, aujourd'hui je comprends que, lorsque Lucie est arrivée dans notre vie, ce n'était pas seulement une employée qui est apparue. C'était une seconde chance pour nous tous. Une seconde chance? La chance d'être une vraie famille. Pas parfaite, mais réelle. Pas sans problème, mais avec assez d'amour pour résoudre n'importe quel problème. Ce soir-là, après le départ de tous les invités et que les enfants se furent endormis, épuisés par la fête, Édouard et Lucie s'assirent dans le salon pour ranger les cadeaux et discuter de la journée. « C'était une belle fête, dit Lucie. Anne-Claire aurait adoré voir Gabriel, si heureux. »« Je suis sûr qu'elle l'a vu, Édouard. De quelque part, elle l'a vu. » Édouard arrêta de plier les serviettes en papier et regarda Lucie. « Parfois, je lui parle, tu sais. Je lui raconte comment vont les garçons, comment tu vas. Je la remercie de t'avoir envoyé à nous. Tu penses vraiment que c'était elle ?» Lucie sourit. « Je ne sais pas si je crois à ces choses,
mais je sais que certaines connexions sont trop spéciales pour n'être qu'une coïncidence. » Ils finirent de ranger le salon dans un silence confortable, chacun perdu dans ses propres pensées sur la famille, la perte, le recommencement et l'amour. Avant de monter se coucher, Lucie vérifia chaque chambre, comme elle le faisait tous les soirs. Gabriel dormait tranquillement, sans cauchemar. Pierre avait laissé un livre ouvert sur son lit, signe qu'il s'était endormi en lisant. Lucas dormait serrant le trophée de football qu'il avait gagné à l'école. À la porte de sa propre chambre, elle trouva Édouard en train d'organiser des papiers. « Bonne nuit, Édouard. »« Bonne nuit, Lucie, et merci. »« Pourquoi ? » »« Pour avoir refait de notre maison un foyer. » Elle sourit et murmura avant de fermer la porte. « Merci à toi, pour m'avoir redonné une famille. » Dans le silence de la nuit parisienne, la maison du Marais dormait en paix. 5 personnes que le destin avait réunies de manière imprévue, qui avaient traversé ensemble la douleur de la perte, les préjugés, la méfiance et la peur, et qui avaient choisi chaque jour de construire une famille basée non pas sur le sang, mais sur la décision consciente d'aimer. Parce qu'à la fin, Édouard, Lucie, Lucas, Pierre et Gabriel ont appris que la véritable guérison ne vient pas de la perfection, mais de la volonté d'aimer ce qui est brisé jusqu'à ce qu'il refleurisse. Ils ont appris que la famille, c'est rester, même quand tout vous dit de partir, et ils ont découvert que parfois, les personnes les plus spéciales entrent dans notre vie exactement au moment où nous en avons le plus besoin, non pas comme des étrangers, mais comme des cadeaux que nous ne savions même pas que nous attendions, et que le véritable amour ne remplace rien ni personne, mais multiplie, guérit et transforme tout autour de lui. Chers auditeurs, nous espérons que le parcours d'Édouard, de Lucie et des enfants a profondément touché votre cœur. Cette histoire sur les préjugés surmontés, la famille construite par l'amour et les secondes chances nous rappelle que nous méritons tous le pardon et un nouveau départ. Si vous avez été ému par ce récit, montrez votre affection en laissant un pouce bleu, en vous abonnant à notre chaîne et en partageant dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Nous vous proposons de telles histoires tous les jours, des récits qui parlent de la capacité humaine à transformer la douleur en amour et à construire des liens qui transcendent toutes les barrières. À notre prochain épisode où nous explorerons à nouveau les mystères les plus profonds de l'âme humaine.